Je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2011-2012, territoire qui couvrira désormais tout le Languedoc-Roussillon. Et j'ai choisi pour débuter cette année de vous faire découvrir la magnifique ville d'Uzès, ses ruelles, sa place aux herbes, ses jardins, ses tours carrées, le duché ou bien encore la cathédrale derrière moi. Autant vous dire un grand nombre de richesses architecturales et c'est justement la première étape de notre périple, la découverte de ces richesses et de son histoire. Depuis des siècles, Uzès est ancrée dans l'histoire. Dès l'Antiquité et jusqu'à nos jours, la ville a été façonnée par les générations d'Uzéciens qui s'y sont succédés et qui la font vivre. Située à 11 km du pont du Gard, entre Languedoc et Provence, Uzès est une destination de choix. Le duché, situé au cœur de la ville, est une imposante construction dont les origines militaires apparaissent sur son donjon, la tour Bermonde du XIIe siècle, ses remparts et ses tours d'angle. Usetia, ville d'eau, c'est au bord de l'Alzon, autour de la source d'Eure, que l'on trouve les premières traces d'ouvrages humains à Uzès. Au début de notre ère, les Romains y captent une eau abondante. Elle est acheminée jusqu'à Nîmes par un aqueduc de 50 km, dont le pont du Gard est la partie la plus remarquable. L'évêché d'Uzès est créé au 5e siècle après Jésus-Christ. Au XVIIIe siècle, le diocèse d'Uzès compte 193 paroisses, figurant ainsi parmi l'un des plus vastes du Languedoc. En 1229, le Languedoc dont Uzès fait partie est rattaché à la couronne de France. En 1565, Charles IX élève le comte de Crussol à la dignité de duc afin de s'assurer du loyalisme de ce dernier envers la couronne. Et en 1632, le duc d'Uzès est le premier duc de France. Le duché situé au cœur de la ville appartient toujours à la famille ducale qui y séjourne depuis plus de 1000 ans. Au XVIe siècle, Uzès était la 5e ville protestante du royaume. Le temple d'Uzès est détruit lors des guerres de religion et en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Les protestants uzéciens se convertissent ou choisissent de s'expatrier dans toute l'Europe. De nombreux moulins, aujourd'hui en ruine, servaient aux fabriques des serges et des draps de laine, des cuirs et de la soie au XVe siècle. Mais la maladie des vers à soie provoque le déclin de la sériciculture qui occupait près de 2000 personnes jusqu'à la fin du XIXe siècle à Uzès. C'est alors que l'on vit se développer de nouvelles activités, la production de céramique utilitaire et artistique et la réglisserie. Ces activités existent toujours. Fleuron des réglisseries uzéciennes, Zan est devenu Haribo Réglès Zan. Les poteries de la famille Pichon, présentes à Uzès depuis 1802, perpétuent la tradition et le savoir-faire et contribuent à faire d'Uzès une destination de renommée internationale. Au XXe siècle, Uzès prend un nouveau souffle avec le classement de son centre-ville en secteur sauvegardé le 5 janvier 1965. Depuis, Uzès continue à s'embellir. Pavage des rues, mise en discrétion des fils électriques, restauration immobilière. Ce sont aujourd'hui 41 hectares de la ville qui sont classés selon les modalités de la loi Malraux. Depuis le début des années 50, le développement économique a repris grâce au tourisme. Classée ville d'art et d'histoire depuis novembre 2008, Uzès bénéficie d'une renommée internationale et l'on se déplace des 4 coins de la planète pour arpenter ses rues et admirer son patrimoine. Sylvie Toussaint, notre guide conférencière, historienne de l'art, pour ce début d'émission et pour notre visite dans ce territoire à Uzès. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les incontournables, brièvement, à Uzès qu'il faut absolument voir? Là, nous sommes dans la cour de l'hôtel de ville. Quelles sont les autres étapes de notre visite? J'allais vous dire, il n'y a que des incontournables. Mais effectivement, on a quelques points forts, bien entendu. La cour de l'hôtel de ville, magnifique, qui a dû faire pâlir de jalousie plus d'un aristocrate à l'époque où elle s'est érigée. Et puis, bien sûr, le château et les châteaux qui sont au sommet de ce plateau rocheux,
avec les célèbres tours qui représentent les principaux pouvoirs qui ont cohabité jusqu'à la Révolution française, à savoir l'Église, la royauté et le pouvoir de la famille actuelle d'ailleurs, dont ils sont les descendants. Et puis, bien entendu, la cathédrale et tout le quartier épiscopal en bordure de vallée. Et puis, ne pas oublier la magnifique place aux Herbes qui reste aussi un des emblèmes de la cité. Alors, parmi ces tours, évidemment, l'incontournable des incontournables, c'est le joyau de la tour fenestrelle, qui est quand même connu et qui est le logo, le label de la ville. Sans oublier l'orgue d'Uzès qui est aussi unique en France, dit-on, par la présence de ces volets qui sont toujours accrochés à ça. Tout au long de la visite, c'est que vous êtes sur une éminence rocheuse, un plateau rocheux, ce qui n'est pas forcément évident lorsque vous abordez la ville par la route. En contrebas de ce plateau, vous avez une vallée magnifique que Jean Racine, entre 1661 et 1662, qualifiera de petite Grèce ou de Rome, tellement il en sera émerveillé, et qui a dû certainement jouer pour beaucoup dans la toile de fond de ces pièces à sujet mythologique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que de religieux qu'il aurait dû être ici à Uzès, il deviendra par la suite le dramaturge que l'on connaît, pour la plus grande joie des étudiants aujourd'hui au baccalauréat, entre autres. Donc cette cité est bâtie sur une éminence rocheuse, c'est un plateau qui domine donc cette fameuse vallée d'Uzès, dont je vais avoir l'occasion de vous reparler, qui est le berceau de vie de la ville, puisque dans cette vallée se trouvent des sources qui ont été captées par les Romains autour de l'an 0, on ne peut être plus précis, pour amener l'eau d'Uzès à Nîmes par le truchement de l'aqueduc dont vous connaissez vraisemblablement la partie classée à l'UNESCO qu'on appelle le pont du Gard, proprement le pont du Gard. Donc d'Uzès à Nîmes, vous avez une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau et les Romains ont réalisé un aqueduc de plus de 50 km pour alimenter cette ville, cette cité romaine de Nîmes qui prospérait et dont les besoins en eau étaient croissants. Ceci dit, l'histoire ne commence pas véritablement à cette période-là, puisque l'on sait que sur cette éminence rocheuse, comme toute éminence rocheuse, il y a une présence très ancienne, bien entendu, attestée d'ailleurs par tout ce qu'on peut trouver comme vestige dans le musée d'Uzès. Et puis il y a eu un passage grec, alors là, attesté par les écrits, mais des écrits postérieurs dont il faut se méfier quant à la véracité. Ceci étant dit, on a retrouvé dans les années 1090 des vestiges de murs grecs à Uzès. Alors ne rêvons pas, nous ne sommes pas Agde, nous ne sommes pas Marseille, mais quand même une ville qui a eu une présence grecque avec quelques noms célèbres qui circulent oralement, mais dont on ne peut pas prouver la véracité des faits, véritablement. Alors à l'époque romaine, effectivement, l'histoire est mieux organisée et on a des traces écrites, puisque Ucetia, Ucetia est le nom d'Uzès à l'époque gallo-romaine. Donc on sait qu'il y a vraiment une présence romaine attestée. Attestée, encore une fois, par de très beaux vestiges de poterie sigillée, donc une poterie de qualité qui atteste que ces visiteurs étaient des gens riches, visiteurs qui vont s'implanter ici. Des traces de villas, quelques traces de mosaïques qu'on nous évoque sans les avoir conservées. Beaucoup de stèles funéraires sur lesquelles on trouve des noms, et notamment des noms de Nîmois, de Romains Nîmois, ce qui laisse supposer qu'effectivement Uzès a été occupé par une catégorie de Nîmois assez important. Uzès était sans doute un poste avancé à une vingtaine de kilomètres au nord de Nîmes, simplement pour protéger la ville en question. Nous retrouverons notre guide dans un instant pour poursuivre notre visite d'Uzès. Pour l'instant, je vous propose une balade gourmande acidulée, sucrée au musée du bonbon. Vous voyagerez au cœur de l'histoire de la confiserie. La fabrication des bonbons n'aura plus de secret pour vous. Dégustation, jeux de piste et outils interactifs égayeront la visite. Frédéric Siller goûte aux joies de ce musée acidulé. C'est depuis 1996 que le musée du bonbon Haribo a ouvert ses portes à Uzès. Construit sur un ancien moulin réhabilité, il accueille chaque année près de 220 000 visiteurs. Ce musée conserve tous les secrets de la fabrication de nos friandises préférées et vous raconte la fabuleuse histoire des bonbons que vous avez tous un jour achetés aux marchands à la sortie de l'école. Toute une histoire à découvrir. On en profite dans le musée pour remonter aux sources de ce bonbon, aux sources de l'entreprise avant l'arrivée de Haribo sur le marché français. Ce musée est un véritable paradis pour les gourmands. Au total, 6 espaces sont à découvrir, ce qui permet aux visiteurs d'apprendre un maximum d'informations sur la culture du bonbon. De la confection à la réclame, rien n'a été oublié. Le meilleur exemple se trouve derrière moi, puisqu'on approche la publicité. Là, on a le meilleur des illustrateurs de l'époque. On est dans les années 1925 avec Cassandre. Bonbon rime avec plaisir. Au sein de cette oasis de gourmandise, le visiteur profite pour explorer tout l'univers sensoriel du bonbon et sollicite ainsi tous ses sens.
Pour cela, un espace spécial arôme sous la forme de jeux olfactifs a été créé. Une activité qui connaît un énorme succès, à laquelle les enfants restent bien plus forts que leurs parents. On a sélectionné quelques arômes qu'on utilise dans les confiseries Haribo. On propose d'actionner une manette qui libère cet arôme et vous avez tout un choix, chocolat, coca, citron, pomme. Et donc vous devez sélectionner celui que votre nez doit reconnaître. On n'a pas encore compris comment elle fonctionne, mais... En fait, il y a certains produits, là, de certains fruits où j'ai l'impression qu'on ne sent pas vraiment, il n'y a pas trop d'odeur. Par contre, la citron, pomme, coca, ça a l'air d'être assez prononcé. Avec la découverte du nouvel espace Arche à sucre, le visiteur explore les différents ingrédients du bonbon à travers sa culture, mais aussi de sa qualité nutritionnelle et gustative. Puis, au détour d'un écran tactile, se dresse la forêt électronique des arbres au sens, une activité interactive où, là encore, les plus jeunes semblent imbattables. On propose à l'enfant de prendre un certain recul par rapport à ce bonbon, c'est-à-dire qu'à l'aide de ses 4 sens, on lui demande de découvrir l'une des spécialités Haribo. Tu peux le voir, le toucher, le sentir et l'écouter. C'est facile, mais pour les petits, je crois que c'est dur. Là, je touche le bonbon qui est à l'intérieur. Quand on le sent, on ne sent pas forcément le goût qu'on sent d'habitude. Avant-dernière étape, la salle des machines, qui retrace dans le temps l'évolution des différents appareils entrant dans le confectionnement du bonbon jusqu'à nos jours. Une salle qui intéresse plus particulièrement les enfants, puisqu'ils se voient remettre dès leur arrivée au musée un jeton qui permet d'actionner l'ensacheuse, la machine délivrante de bonbons à réglisse. Un pour moi, moi pour moi, Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de décrocher le jackpot, qu'ils se rassurent, tous les escaliers du musée mènent à la boutique. Véritable caverne d'Alibaba à gourmandise, toute la gamme des bonbons se retrouve à la portée de vos mains. Mais au fait, qu'a-t-il été retenu de cette visite au final? J'ai découvert comment ils fabriquaient les bonbons, les machines. J'ai découvert comment c'était fait, qu'est-ce qu'il y avait surtout dedans. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais qu'est-ce qui donne le goût, comment c'est fabriqué et avec quoi c'est fabriqué, quoi. Il y a beaucoup de choses explicatives, comment on fabrique, comment c'était avant. Et c'est intéressant de savoir ce qu'on a dans la bouche quand on mange un bonbon. C'est toujours aussi bien. Voilà. C'est à faire. Et puis c'est un petit moment de détente, c'est sympa. Et puis ça fait rappel un peu à la jeunesse, hein, les bonbons, même si on en consomme encore. Hein. Bref, on devait bien muser aux bonbons, Haribo l'a fait. Un lieu où tout le monde retrouve le goût de l'enfance.